Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici les titres du journal. Sous de bons auspices, l'exécution du budget 2021 encadrée par des conférences de programmation ouvertes ce lundi. Plus de célérité, on entendra le ministre des Marchés publics dès l'entame de ce journal. Sous de bons auspices, l'entrée en fonction des premiers conseillers régionaux dans 8 jours, en pleine accélération du processus de décentralisation. Mais les régions seront-elles opérationnelles pour autant? À suivre l'éclairage dans l'enquête du soir. Sous de bons auspices également, le retour à la paix qui se construit dans le nord-ouest. Nous retrouverons le général Cavalère et ses équipes pour des opérations civilo-militaires dans le Donga-Mantou. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. 20 de changements dans les marchés publics au Cameroun. Rien ne sera plus comme avant dans ces processus de passation des marchés. Les ordonnateurs du budget de l'État sont appelés à sortir rapidement des lenteurs habituelles pour imprimer plus de célérité dans l'exécution des budgets. C'est le coup de tocsin du ministre Ibrahim Talba Mala ce lundi à l'ouverture des conférences de programmation pour 2021. Avec cet engagement à la clé, première procédure de passation des marchés dès le mois d'avril 2021 au plus tard. Cyril Kingembepe. Le journal de programmation 2021 sera publié à l'issue des travaux. La prescription aux maîtres d'ouvrage et autres acteurs de marché public est ferme. La programmation est un outil de prévisibilité, de visibilité et surtout de nous assurer que toutes les règles de transparence sont en vue. Les prescriptions du chef de l'État sont telles que tous les marchés programmés doivent être réalisés. Nous nous inscrivons en le faisant bien avant le début de l'année 2021. En 2020, 6 328 projets ont été programmés pour un taux d'exécution de 76%. Au niveau central, les ministères ont eu 484 marchés. Ils en ont signé 346 et au troisième trimestre de cette année, ils en ont réceptionné 50%. On aura 8 mois pour pouvoir suivre l'exécution sur le terrain, les marchés publics. On défraye la chronique avec ces histoires de marchés abandonnés, marchés non exécutés. La pandémie de la Covid-19 a entraîné un dysfonctionnement. 237 marchés ont ainsi été annulés et 118 passés en urgence. Pour 2021, il faudra être plus actif pour réaliser dans les délais impartis. Les engagements dans ce secteur des marchés publics répondent aux prescriptions du budget 2021, une enveloppe qui vise globalement la relance économique et le mieux-être des ménages. Et dans votre série cette semaine, nous mettons en lumière les priorités de la loi de finances adoptée par le Parlement et en attente de promulgation par le président de la République. Première mesure en exergue ce soir, l'import-substitution. Il s'agit de réduire substantiellement les importations grâce à l'industrialisation et à l'augmentation donc de la production locale. Le regard de Lucrèce Mbenga. D'abord, ces deux exemples révélateurs de notre dépendance alimentaire et de la sortie massive des capitaux. Production locale de médicaments, à peine 10% du marché national. Et puis le riz et les travers de la défiscalisation. La facture des importations de riz à environ 232 milliards de francs CFA en 2019 contre 144 milliards en 2018. Cette sortie des devises contribue ainsi à détériorer davantage le solde commercial de biens qui est déficitaire d'environ 1460 milliards en 2019 contre 1300 milliards en 2018. Le changement de paradigme inclus dans la loi de finances 2021 a donc tout son sens. Il passe par la réduction des volumes d'importation des produits de grande consommation tels que le riz, le maïs, le lait et le poisson.
Les exonérations fiscales et les droits d'assises sont ainsi les adjuvants de la politique d'import-substitution dont l'opérationnalisation permettra de soutenir la production et la transformation locale. Ainsi donc, le gouvernement se propose d'exonérer de droits et taxes de douane des équipements et intrants destinés à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage et à l'industrie pharmaceutique. Question d'accroître les investissements et la production. Il en est ainsi des charrues, des tracteurs agricoles et des bateaux de pêche notamment. Bien plus, la loi de finances 2021 soumet aux droits d'assises à hauteur de 25% certains biens importés qui font concurrence aux produits locaux. Toutes ces mesures visent à donner un coup d'accélération. Toutes nos excuses pour la fin abrupte de cette analyse de l'UCRES. Et on l'a entendu devant le Parlement en session budgétaire, le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait que l'une des priorités dans son département ministériel pour cette année à venir va concerner l'accroissement de la fourniture de l'énergie électrique aux ménages. Et pour réduire ce déficit énergétique dans la Damawa, Gaston Elundu et Somba et ses équipes sont sur le terrain à Ngaoundéré. Une évaluation de la centrale thermique qui doit entrer impérativement en service dès le mois prochain, le mois de janvier. Constat sur place à Ngaoundéré, Ibrahim Mohamed Abbassi. La centrale thermique de Ngaoundéré sort des terres. Sur le site de l'ouvrage, les engins tournent en plein régime. Ouvriers et techniciens sont mobilisés. Les équipements démantelés à la centrale thermique d'Ahala sont arrivés et les travaux de génie civil sont exécutés à 45%. Nous, on retient donc première semaine de janvier, mise en service de la centrale thermique de Ngaoundéré. C'est ça la conclusion de cette visite, n'est-ce pas, monsieur le chef du projet? Oui, monsieur le ministre. L'infrastructure permettra d'injecter dans le réseau interconnecté Nord 8 MW d'énergie électrique. Une décision du chef de l'État pour satisfaire les populations du Grand Nord victimes ces derniers mois de délestage et coupures intempestives. Je voudrais dire aux populations du Septentrion et à celles de la Damawa que le chef de l'État a expressément décidé à mesure d'urgence de démanteler la centrale de la Hala. Cela n'est pas une fiction, cela est désormais une réalité. Le ministre Gaston Elundu Somba s'est aussi rendu à la station de production d'eau potable de la Vina afin d'évaluer le fonctionnement des équipements et la qualité d'eau servie à la population. Le dossier de la rédaction dans un air de festivité de fin d'année, les carillons de Noël, les lumières qui scintillent le long des avenues annoncent déjà les fêtes et on vit tout cela avec une saveur inhabituelle comme un pied de nez à la morosité installée par le Covid-19. La magie de Noël qui s'installe à Yaoundé, un reportage de Daniel Menanga. Un tintement de cloche particulier pour annoncer un Noël inédit, avec des virus accourantes dans l'air. Mais les couronnes de Noël s'imposent et voilà le décor qui invite à une attente des jours plus heureux. Quand il faut faire plaisir aux enfants, on fait plus qu'un petit effort. Ça va faire légèrement moins de cadeaux quand même. Avec la pandémie sanitaire, là, l'économie a pris un gros coup. Dans ce magasin, en plein cœur de la capitale, le rêve de Noël est si haut en couleur qu'il est difficile de résister à l'achat. Nous avons su passer nos commandes à temps et avons été livrés dans les délais. Les rayons jouets et articles de Noël sont exagérément pleins. Nous avons remis tous les prix à la portée de tout le monde, tellement bas. Par exemple, vous avez les prix des jouets qui étaient de 5 000 qui sont revenus à 1 000 francs. Les propositions fleurissent ça et là dans la ville, mais pour d'autres, c'est Noël dans le cœur qui fera un joyeux anniversaire de la nativité du petit Jésus. En tout cas, inexorablement, la nativité se rapproche. C'est dans 11 jours. Et puis, ce sera le nouvel an. Des périodes généralement fastes dans les familles. Mais en ce moment, rien n'annonce encore vraiment la fête dans les ménages, tous marqués par la sinistrose de cette année, très difficile. Perspective de célébration à Yaoundé. Elvire, Angéline et Balé. Le décor à sortir au contexte fait son effet. Anne, emportée par cette euphorie, déniche les meilleurs gadgets pour égayer ces moments festifs.
Une organisation préparée à l'avance. On se prépare depuis le début de l'année, on essaye de mettre de côté le budget, on vote un budget déjà ensemble avec mon mari et puis on fait l'épargne pour Noël. Par rapport à l'année passée, le budget a augmenté. Si un bon plan de fête est le maître mot indispensable pour Anne, pour d'autres, l'ambiance est plutôt morose. Un budget de fête maigre, du coup, les festivités ne sont pas une priorité. Je n'ai pas prévu aucun budget. Ils vont manger comme d'habitude. Les habits, est-ce qu'on doit encore acheter les habits pour les enfants? Quand on a déjà ce que les enfants vont manger, Dieu merci. Je n'ai rien prévu. Le jour-là, ce que j'aurais, je ferai avec. Pour mes 5 enfants, je mettais pratiquement 150 à 160 000 pour leur habillement et un peu la décoration de la maison. Mais cette année-là, les choses n'ont pas tourné. Ce que j'ai prévu, c'est d'abord l'argent de l'école. C'est que je travaille maintenant. Et après ça, pour les habillements que je suis en train de le faire. À défaut d'un budget de fête bien établi, la bonne humeur de Noël reste dans l'air. Et c'est cela certainement qu'il faut retenir, Noël dans les cœurs surtout. Une nouvelle équipe a pris les rênes ce dernier week-end à la Sonacam avec à la tête le président Até Bazor. Ils étaient tous élus à cette assemblée générale qui s'est tenue samedi. Les artistes musiciens ont donc accordé leur violon grâce à la sérénité retrouvée dans les rangs et grâce à l'entre-gens légendaire du ministre Bidon Pat. Mais le plus dur semble commencer maintenant pour ces nouveaux responsables de la Sonacam, une gestion collective qui affiche un manque à recouvrer de près de 7 milliards de francs CFA. L'ardoise est réclamée essentiellement aux grands diffuseurs. Barbara Padjama. Pause sur les platines. On écoute les auteurs décidés à reprendre leurs droits. Et c'est légitime. La musique inonde les ondes, mais garde sèche l'assiette des redevances. Dans les comptes, la Sonacam perd près de 7 milliards de francs CFA de manque à gagner par an. Il y a à peu près 300 000 bars au Cameroun. Si chaque bar paye 10 000, vous imaginez combien on serait dans les milliards. Donc voilà le secteur où nous allons insister. Le panier peut générer des sommes plus conséquentes. Faire bouger la toile, par exemple, pourrait rapporter plus de 2 milliards de droits d'auteur. La nouvelle équipe de la Sonacam vise le plafond. Notre objectif, c'est d'atteindre minimum 5 milliards ou au-delà quand ce travail sera vraiment effectif. Nous allons faire appliquer la loi sur tout le système camerounais. Parce que les radios, les télés qui ne vont pas payer, après négociation, s'ils ne payent pas, la loi dit qu'on peut les fermer. Les œuvres sont exploitées par de grands diffuseurs qui jouent malheureusement au malin. Heureusement, pour les droits, la loi veille. Ceux qui violent le paiement des droits d'auteur courent une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans ferme, suivie d'une amende comprise entre 20 et 500 000 francs CFA. Ça sonne mal, danser dans la peau d'un mauvais payeur. C'est entendu et ces sujets sont déjà évoqués dans les premiers contacts et les premiers échanges du nouveau président du Conseil de la Sonacam, Até Francis Ngong, alias Até Bazor, félicité d'ailleurs ce lundi par sa hiérarchie, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui salue cette victoire comme celle de la CRTV tout entière. Le PCA de la Sonacam dévoile ici les nouveaux axes de la collaboration avec l'office CRTV dans une interview avec Barbara Padjama. Avant de postuler, j'ai demandé sa permission qu'il m'a accordée. Il m'a dit qu'il me connaît et qu'il est sûr que j'allais réussir. J'ai une bonne nouvelle pour tous les artistes parce que le directeur général a promis qu'il va m'accompagner parce qu'il voit en ma succès le succès de la CRTV. Si la CRTV peut redonner l'espoir aux artistes camerounais, ça serait quelque chose de formidable. Dans 8 jours, ce sera le 22 décembre, la session de plein droit
pour consacrer l'entrée en fonction effective des tout nouveaux et tout premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Une date majeure donc pour le processus de décentralisation, avec une question sur la table ce soir. Les régions sont-elles donc prêtes et opérationnelles, et à quel degré pour être autonomes et gérer sur le terrain? Regard d'officiels et d'experts sur l'opérationnalité possible des collectivités territoriales décentralisées. L'enquête du soir porte la signature de Augustin Guizana. L'article 497 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que les services déconcentrés de l'État, initialement placés sous l'autorité du gouverneur des régions et dont les compétences sont intégralement transférées aux régions, sont reversés auprès du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif régional. Alors que l'entrée en scène de ces régions pointe à l'horizon, une production réglementaire préalable s'impose aux yeux des experts en décentralisation. S'agissant de la loi portant fiscalité locale, elle prévoit son article 119 qu'un décret doit être pris pour fixer les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des recettes des impôts dévolus aux régions. Ce décret n'est pas encore disponible. Mais une source interne au ministère de la décentralisation et développement local rassure que cette production réglementaire préalable est en cours. À ce jour, 19 sur 20 ministères ont envoyé des avant-projets. Le comité interministériel des services locaux a déjà examiné une douzaine de ces tests. Des assurances qui semblent ne pas convaincre ce maire qui a expérimenté le processus de transfert des compétences aux communes. L'État devrait affecter aux collectivités au moins 15% de son budget. Mais la source interne au ministère de la décentralisation et du développement signe et persiste. Comparativement au processus du transfert aux communes qui a pris 6 ans entre 2004 et 2010, le travail se fait dans un esprit d'accélération. On le comprend, le processus est accéléré certainement, mais reste encore des préalables comme ce contentieux post-électoral qu'il faudra d'abord vider. Et il y a déjà sur la table 2 recours introduits par des chefs traditionnels, des recours enregistrés au greffe du tribunal administratif du centre hier dimanche, qui était d'ailleurs dernier jour pour le dépôt de ces recours. Nous faisons le point avec Nicole Dodo. Requête de Sa Majesté Noah Olama Philippe au fond d'annulation partielle des élections régionales dans la circonscription d'Union Esso. Le chef traditionnel et tête de liste au scrutin régional du 6 décembre 2020 dit avoir observé de nombreuses irrégularités entachant les résultats des urnes. Le candidat soutient ces allégations par les arguments de fraude et de séquestration d'une grande partie des chefs traditionnels. Pour le moment, nous allons notifier les requêtes à Elecam et au Minat et nous attendons leur mémoire. Le tribunal a 40 jours pour se prononcer. Autre recours, celui des chefs traditionnels, 2e et 3e degré des Koudou Briqueterie à Yaoundé. Les requérants demandent le rétablissement de leurs droits d'électeurs. Ils relèvent que le collège électoral du commandement traditionnel a été retiré de la compétition du 6 décembre 2020 par Elections Cameroun. Et pourtant, selon les dispositions du code électoral, le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Des chiffres ce lundi sur le front de la lutte contre le Covid-19. La situation épidémiologique globale présente 25 087 cas confirmés de maladie, 443 décès et 23 857
cas de guérison. Et pour comprendre ces nouveaux indicateurs, nous retrouvons Évariste Eyenga, notre reporter et son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé-Messa. Bonsoir Évariste, comment comprendre ces chiffres ? Bonsoir Adèle, on les comprendra tout à l'heure avec l'intervention de Christian Bouangué, qui est le gestionnaire des données du Centre des opérations des urgences de santé publique, notre invité ce soir, mais on peut déjà commencer à amorcer cela. Les chiffres indiquent la situation épidémiologique actuelle, c'est-à-dire les derniers indicateurs, les derniers repères. Bonsoir Christian. Bonsoir Évariste. Alors, on s'intéresse tout d'abord à ces décès. Les décès, on en a enregistré uniquement 2 au cours de la dernière semaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Les cas asymptomatiques ne conduisent pas au décès finalement? Alors, nous devons comprendre que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour la prise en charge des cas. Et ce qui se passe actuellement avec les 2 décès, c'est dû au fait que la plupart des décès que nous avons actuellement sont des décès qui sont des personnes qui viennent déjà en formation sanitaire avec des comorbidités et des facteurs de risque. Donc, dans les courbes, on peut voir que les cas sévères sont de moins en moins retrouvés dans les formations sanitaires, comme l'indique cette courbe-là. Donc, ces cas-là viennent déjà avec des comorbidités et des facteurs de risque. Et beaucoup parcourent d'abord d'autres formations sanitaires avant même d'arriver dans les unités de prise en charge. Et d'où la prise en charge tardive et qui peut causer ces décès-là. Christian, il y a aussi le taux de guérison. Il est statique depuis plusieurs mois, 95%. Qu'est-ce que cela indique? Alors déjà, ce que nous pouvons souligner, c'est que la stratégie du gouvernement qui consistait aux 3 T, traquer, tester, et traiter, elle nous a aidé à détecter de manière précoce les cas. Et quand on détecte précocement les cas, la prise en charge est plus rapide. Donc, il faut dire également que nous avons beaucoup de cas qui sont symptomatiques légers et asymptomatiques. Donc, étant donné que la prise en charge est rapide, la guérison aussi est plutôt standard à 95%. Donc, c'est parti pour durer à 95%, ça on l'a noté. Merci Christian d'avoir répondu à nos questions, on n'ira pas au-delà. Les chiffres, les indicateurs de ce jour et des 7 dernières semaines, il faudra attendre jeudi ou vendredi prochain avant la prochaine publication de ces données. À vous le plateau. Rendez-vous pris. Merci Évariste, merci à votre invité. Nous allons dans le nord-ouest où les forces de défense et de sécurité poursuivent leur mobilisation pour un retour total à la paix. Le général de brigade Cavalaire, commandant la 5e région militaire interarmée, était ainsi ce dernier week-end à Ndou, dans le département du Dongamantung. Une mission de contrôle opérationnel avec pour clou la remise des denrées alimentaires aux populations. Nous retrouvons sur place Laurent Chisokbe. La localité d'Ndou, autrefois considérée comme une des bases arrières des bandes armées séparatistes dans le Ndongamantum, connaît ces derniers temps un retour progressif de la stabilité. Le général de brigade Cavalaire, commandant la 5e région militaire interarmée, l'a constaté à travers la forte mobilisation et l'enthousiasme des populations qui, jour après jour, comprennent la nécessité de collaborer avec les forces de défense. La paix revient en Ndou grâce au bataillon d'intervention rapide. Nous sommes très contents. Des denrées alimentaires de toute nature, des fournitures scolaires et des bœufs ont été remis aux populations afin de leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année. Dans son allocution, le patron de la 5e région militaire interarmée a demandé aux parents d'envoyer les enfants à l'école et que les jeunes séparatistes encore retranchés en brousse baissent leurs armes. Le travail n'est pas terminé. Il y a encore des camps de terroristes à nettoyer. Il y a encore des pseudo-généraux à neutraliser. L'action civilo-militaire dans cette localité, c'est aussi cette campagne de consultation gratuite organisée par les forces de défense. Cette mission de contrôle opérationnel s'est achevée par l'élévation du général de brigade Cavalaire au rang du roi des guerriers d'Ndou par le fond de cette communauté.
Ici à Yaoundé, ce lundi, le ministre des Postes et Télécommunications a désigné 7 ambassadeurs de bonne volonté, des acteurs qui vont promouvoir la culture de la cybersécurité. Leur cahier de charge dans ce reportage de Irène Ndjanafouda. Les 7 ambassadeurs de bonne volonté accrédités au ministère des Postes et Télécommunications reçoivent leur lettre de créance des mains de Minette Libom Liliken pour faire rayonner la cybersécurité et vouer un culte à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Je donnerai tout ce que je suis et ce que j'ai pour pouvoir toucher les cœurs. Nous nous engageons à sensibiliser davantage la jeunesse camerounaise. En tant qu'étudiante, je vais profiter des différentes activités qui sont organisées à l'école pour pouvoir sensibiliser mes différents camarades. À partir de samedi, nous allons commencer à sensibiliser à travers nos activités sportives. Chacun dans son domaine de prédilection jouera sa partition pour une meilleure symphonie de la campagne en cours. Ces ambassadeurs de bonne volonté vont présenter les bonnes attitudes qu'il faut avoir. Ils vont faire connaître les dispositions légales qui existent. Le contrat de confiance est donc scellé pour que chaque ambassadeur de bonne volonté se connecte à son monde afin de cliquer sur la cybersécurité. La Sanaga maritime qui reçoit la solidarité de la SHUMAS, la Strategic Humanitarian Service, une ONG anglaise qui vient de doter le centre de santé de EDA des panneaux solaires et également au lycée bilingue de Bekoko. L'ONG a construit et équipé un laboratoire scientifique. Nous découvrons tout cela dans ce reportage de Franck Evina. L'ONG SHUMAS, fidèle à son engagement humanitaire. Ici au lycée bilingue de Bekoko, un laboratoire scientifique construit et équipé avec l'appui des partenaires anglais. Une aubaine pour cet établissement scolaire qui accueille plus de 400 élèves déplacés internes et inscrits au sous-système anglophone. Un sous-système dans lequel un accent particulier est mis sur les cours pratiques, notamment dans les filières biologie, physique, chimie et géologie. Autre lieu, autre coup de pouce, le centre de santé Saint-Odile, près d'EDA. Ici, l'ONG est au chevet des prématurés, dont une bonne partie sous assistance respiratoire dans les couveuses perd souvent la vie du fait des coupures intempestives de courant. Pour résoudre le problème, SHUMAS branche l'hôpital à l'énergie solaire. Les déplacés internes de la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest sont aussi aux petits soins. Ici à Makba, département du Noun, 171 familles ayant fui les atrocités bénéficient d'un soutien multiforme. Entre autres dons, des produits alimentaires. Avec l'appui du Haut Commissariat des Royaumes-Unis, SHUMAS et ses partenaires perpétuent ainsi la noble mission d'assistance aux nécessités. L'Université de Yaoundé 2 SOA dévoile son plan stratégique de développement pour 2021-2025. Le document a été présenté ce lundi au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Découvrons cet outil stratégique et ses innovations dans ce reportage de Étienne Pascal Azeg. Voici quelques clichés de l'aspect physique de l'Université de Yaoundé 2 dans un futur proche. Une volonté novatrice contenue dans le plan stratégique de développement présenté à la tutelle et aux autorités locales à Yaoundé. Il s'agit d'un vaste programme de réforme pour une meilleure offre de formation. Il faut moderniser l'université en leur offrant des infrastructures à la hauteur des ambitions de cette vision. Ces infrastructures sont à la fois des infrastructures physiques, mais aussi des infrastructures numériques. Pour que le rêve devienne réalité au cours des 5 prochaines années, l'Université de Yaoundé 2 a besoin de 154 milliards de francs CFA. Certes, on peut estimer que la soutenabilité financière est relativement élevée. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le gouvernement de la République en général sont disposés à l'accompagner dans la réalisation de ce très beau rêve. L'assurance de la tutelle est un gage de réussite de la nouvelle vision stratégique qui voudrait faire de l'institution universitaire un technopôle des sciences sociales en Afrique. Des médailles d'honneur du travail pour 111 employés de la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, qui célébrait ainsi le mérite de son personnel au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Grégoire Oona. Retrouvons Rufin Kacham au cœur de la fête à Douala.
Au centre de la vision stratégique de la SCDP, l'homme. L'entreprise classée leader dans le dialogue social est un modèle dans la mise en application des bonnes conditions de travail. Pour Patrice Kbani, délégué du personnel, cette cérémonie de distinction honorifique confirme la vision de la SCDP. Si tous les 111 personnels décorés reflètent ces médailles qu'ils abordent, ils doivent, prescrit Véronique Mompé-Ambio, directeur général de la SCDP, être plus actifs et plus productifs, devenant ainsi les ambassadeurs de l'éthique au sein de l'entreprise. Un motif d'encouragement, de satisfaction aussi pour le travail fait. Donc nous comptons continuer à encourager nos personnels, même dans les temps difficiles. À travers ces médailles en vermeil, argent et or, l'État reconnaît et congratule le dur labeur et le professionnalisme de ses agents, dit Grégoire Ouna, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il vous revient désormais de redoubler d'efforts pour arriver au succès pour lesquels vous êtes condamnés, conclut-il. Message bien reçu des récipiendaires. J'ai reçu des médailles, maintenant je suis un modèle. Je suis un modèle à l'égard de mes pairs, à l'égard de mes collaborateurs, à l'égard de mes collègues, à l'égard de toute la nation camerounaise, ce d'autant plus que c'est une reconnaissance qui vient, comme l'a dit M. le ministre, du plus haut niveau de notre pays. C'est beaucoup de travail, d'abnégation, de force, de maturité. La cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail, c'est une récompense du travail bien accompli. Et nous l'avons accompli pendant des années. C'est la reconnaissance de la patrie. Nous remercions à cette occasion le top management qui a bien voulu nous décerner ces médailles d'honneur du travail. Si la SCDP n'a pas été grippée par la Covid-19, elle carbure à plein régime grâce à cette recherche quotidienne de l'excellence. Une maxime que l'entreprise s'engage à toujours célébrer pour la plus grande gloire de l'employé. Voilà qui met joliment un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, ce sont ces conférences de programmation budgétaire ouvertes ce lundi ici à Yaoundé et qui vont s'achever certainement mercredi. La fin du journal, préparé avec la collaboration de Cyril Kingembepe et Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté pour vous par Gilbert Ongene et Dieudonné Ezra. Immédiatement après le journal, restez avec nous à Chounienti et avec ses invités dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.